Et nous avons déjà deux mains qui se lèvent, deux mains qui se lèvent. On a Vivien tout d'abord. Vivien, fier militant de Normandie, bah, pour le Parti de la France bien évidemment. Vivien, comment allez-vous et quelle est votre question? Alors bonsoir Alexandre, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Alexandre Simoneau et bonsoir aux camarades de Belgique. Moi j'ai déjà deux choses à vous dire. Dans mon département, j'ai un individu qui a fait des agressions sexuelles et un viol sur une enfant de 15 ans à un arrêt de bus dans mon secteur où j'habite. Cet individu est un Afghan, réfugié afghan. Il a été jugé un an de prison sursis, avec sursis et épreuve probatoire. Il est donc remis en liberté, donc, parce que cet individu, on lui a dit que, comme il était en contrat à durée indéterminée, qu'il espérait obtenir de la préfecture un visa de 10 ans. Voilà, cet individu a juste été inscrit au fichier des personnes dangereuses sexuellement et a été remis en liberté. Donc voilà, tous ces individus qu'on laisse sur le territoire français pour de nouveau s'attaquer à des nouvelles proies. Je voulais aussi parler de la petite Loana de 10 ans qui a été laissée dans une cave par un pédocriminel qui est morte, hein. Cet individu a été déféré pour aujourd'hui, un individu de 57 ans, alors, nationalité, je ne sais pas, mais peu importe la nationalité. Moi, je voulais savoir quelles sont les mesures que le Parti de la France voulait, devrait prendre par rapport aux pédocriminels. Je pense, j'ai mon idée à la peine de mort. Et je voulais aussi parler en troisième sujet des maires qui baissent leurs pantalons face aux associations islamiques. Dans mon département, j'ai une association gérée par, alors c'est même pas une association, oui, de base c'est une association loi 1901, mais c'est un centre socioculturel financé à plus de pas loin de 800 000 euros, géré par deux frères qui sont proches de la filière des frères musulmans. Et le maire a baissé son pantalon pour acheter la paix sociale. Je voulais savoir, Monsieur Simoneau et votre camarade de Belgique, qu'est-ce qu'ils pensent de ces maires qui baissent leurs pantalons face à l'islam? Merci beaucoup Yvan. Deux questions en une. Alexandre Simoneau, délégué général du Parti de la France. Bien évidemment, je vais vous demander de répondre à cette question concernant le Parti de la France. Qu'est-ce que nous faisons des pédocriminels? Surtout s'ils sont extra-européens, parce qu'évidemment, on va pas avoir peut-être la même peine si c'est un Français ou si c'est un étranger. Oui, évidemment, de toute façon, comme l'a dit, Vivien, bien évidemment, nous sommes pour le et d'ailleurs, on en parle de beaucoup de plus en plus dans les médias et c'est vrai que s'il y avait dimanche un référendum pour le rétablissement de la peine de mort en France, il ne serait pas impossible que le oui l'emporte parce que on entend beaucoup, moi je passe ma vie en voiture, j'écoute beaucoup d'émissions de radio comme ça où les auditeurs ont la parole et interviennent sur différentes fréquences et des personnes de tous âges confondus et de tous milieux socio-professionnels confondus. Beaucoup disent qu'il y a un ras-le-bol, c'est que voilà, quand la prison ne suffit plus, quand les amendes ne suffisent plus et quand les crimes sont tellement abominables et crapuleux, il faut rétablir ce qui était autrefois la clé de voûte de notre système pénal, c'est la peine de mort parce qu'il n'y a pas d'autre solution et que quand un corps a la gangrène, il faut couper parfois, sectionner un membre, avant que tout le corps soit gangréné. Mais il en va de même pour la société, voilà, lorsque des individus, sont vraiment, sont des criminels, des tueurs, il faut appliquer la peine de mort pour protéger, la vie des innocents et non pas protéger la vie des assassins. Quant aux élus, aux maires qui baissent leurs pantalons devant ces évidemment, ce qui se passe dans beaucoup de villes, c'est que il y a une telle pression islamiste et qu'est-ce que veulent les maires? Ils veulent être réélus surtout. Les maires, ceux qui veulent le bien, il y a ceux qui veulent le bien de leur commune, puis il y a ceux qui veulent leur bien propre à eux d'abord et il n'est pas étonnant que beaucoup de maires, heu, accèdent aux revendications, des uns et des autres pour conserver leur siège. Entre guillemets, «ils achètent aujourd'hui leur électorat de demain», donc c'est pas étonnant, je ne suis pas étonné de ce que nous dit Vivien, de ces maires qui voilà, qui se courbent devant les islamistes et qui appliquent
qui appliquent leurs revendications. Ils ont envie d'être réélus. C'est exactement le même principe en France de manière nationale qu'un type comme Mélenchon, par exemple, dont on sait très très bien que l'électorat est un électorat qu'on peut qualifier d'islamo-gauchiste. Ce Mélenchon, pour citer que lui, parce que c'est un des peu connus, il compte bien sur cet électorat islamo-gauchiste pour décrocher ses mandats et ses sièges. Et voilà, il flatte cet électorat parce qu'ils ont besoin de cet électorat et donc ils accèdent aux revendications de ces islamistes, tout simplement. Merci Alexandre. Je rappelle effectivement que le Parti de la France est pour la peine de mort. Je crois d'ailleurs qu'on est le seul parti politique français à être pour la peine de mort ouvertement. Et on est également pour l'exécution par décapitation sur la place publique. C'est dans notre programme, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur le site internet du Parti de la France. Et vous, Hervé, déjà, quelle est votre position sur la peine de mort? Et que pourrez-vous répondre à Vivien concernant sa question sur les élus? Est-ce que les élus en Belgique sont analogues aux élus en France? Oui, donc pour la première partie de la question, ce sera simple. Évidemment, on est pour un traitement radical de ces gens-là. Pour résumer, je dirais, puisque là tantôt vous disiez qu'un des grands problèmes par rapport à la justice, c'était la surpopulation dans les prisons. Donc surpopulation, prison, solution, pendaison. Voilà. Allez, maintenant, par rapport aux élus, en Belgique, évidemment, ça existe aussi. Mais dans les grandes villes et dans certaines communes, c'est encore bien plus fort dans le sens que, par exemple, la fameuse commune de Molenbeek, qui est devenue mondialement célèbre à cause du fait que de nombreux terroristes djihadistes venaient de là, c'est clair qu'une des raisons, c'était évidemment qu'il y avait une grande communauté arabo-musulmane dans la commune, mais surtout, c'était que les autorités politiques de cette commune étaient totalement soumis à ce qu'on appelle le vote communautaire. À Bruxelles, tout le monde sait que une énorme partie des voix qui vont au Parti socialiste et à d'autres partis de gauche, mais en particulier au Parti socialiste, viennent de cette mouvance-là. Et donc, à Molenbeek, où le maire était socialiste, évidemment, il laissait faire à peu près ce qu'il voulait à nombre d'organisations islamistes. Et donc, ce vote communautaire est très important en Belgique. Il y a de plus en plus de maires de grandes communes qui sont d'origine immigrée, et ça va aller de mal en pis. Je pense qu'au Parlement régional bruxellois, sur une trentaine d'élus socialistes, la moitié sont des gens issus de l'immigration non européenne. Voilà où on en est. Donc c'est encore bien pire chez nous, oui. Merci pour votre réponse, Hervé. On a beaucoup de mains encore qui se lèvent. Alors, j'ai pas retenu exactement l'ordre, mais je crois qu'après, c'est Paraplou Mesti. Donc, Paraplou Mesti, vous avez la parole. Vous pouvez poser la question directement en appuyant sur le petit bouton bleu au milieu de votre écran. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Oui, alors j'avais une question pour Monsieur Simoneau et bien sûr Monsieur Van Latem. Ça va répondre pour la France et la Belgique, évidemment. En fait, j'ai émis l'hypothèse qu'il y aurait quatre possibilités, c'est-à-dire que vous allez comprendre ma question juste après. J'imagine un peu, c'est plus une question vis-à-vis du futur de nos deux pays. Et ma question est, en fonction des quatre possibilités, j'avais une hypothèse qu'il y aurait une possibilité où c'est l'islamisation, on va dire, qui gagne l'Europe, malheureusement. Une autre où c'est le wokisme qui gagne, où c'est une sorte un peu d'anarcho-futuriste. Un autre où c'est plutôt l'ultra-capitalisme qui gagne, c'est-à-dire qu'en gros, le communisme, le wokisme, l'islamisation est morte, c'est plus une sorte de capitaliste à la cyberpunk, si vous connaissez un peu la franchise. Ou alors, bien entendu, ce serait plutôt celui que nous voulons tous, le nationalisme qui remporte dans l'Europe. Ma question est, par rapport à ces quatre choses que je viens de dire,
Quel est le futur, on va dire, je ne sais qu'on peut pas prédire le futur, mais on peut s'en faire une idée. Ma question est, quel est le futur jusque 2030, voire 2040 pour la Belgique, pour M. Van Lintem, et pour la France, pour M. Simoneau? Alexandre Simoneau, vous avez la parole et ensuite ce sera Hervé. Merci beaucoup Parapluie pour la question. Oui, effectivement, on ne peut pas prédire on ne peut pas prédire l'avenir. J'ai pas une boule de cristal et j'aimerais vous annoncer évidemment des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Ce que je sais, moi, qui suis un catholique fervent et convaincu, ce que je sais, c'est que la vérité triomphera et que le bien triomphera du mal. Ça, c'est une certitude absolue. La Sainte Vierge Marie l'a rappelé d'ailleurs je crois que c'est à Fatima en 1917. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Voilà ce qu'a promis la Sainte Vierge Marie, voilà ce qu'a promis Notre-Dame. Par conséquent, que ce soit en France, en Belgique ou dans toutes les nations du monde, c'est la vérité qui triomphera, c'est le Christ roi qui triomphera, c'est le bon Dieu qui triomphera, c'est Saint Michel Archange, enfin, c'est qui vous voudrez. Voilà ce que j'appelle le camp du bien. Après, d'ici là, que va-t-il se passer? Malheureusement, dans l'immédiat, je ne pense pas que les choses vont, vont aller en s'arrangeant. Je pense qu'elles vont s'aggraver. Je crains qu'il faille que nos compatriotes souffrent encore davantage pour enfin comprendre qu'il faut redresser la tête. J'ai l'impression que la majorité, hélas, des Français, je ne sais pas ce qu'il en est chez les Belges, mais en tout cas, j'ai l'impression malheureusement pour les Français, tant qu'ils ont, on disait ça à Rome autrefois, panem et circenses, tant qu'ils ont du pain et des jeux, ma foi, ils ne se soucient pas trop de ce qui arrive et ils ne se soucient pas trop du lendemain. Mais une chose est certaine, quels que soient ceux qui remporteront les élections ou les choses qui arriveront incessamment ou plus tard. Bon, c'est toujours oui, les nationalistes qui gagneront parce que il y aura un réflexe un jour vraiment de sauvegarder la patrie, de sauvegarder la nation. Et je suis convaincu, moi, je suis plein d'espoir, plein d'espérance, même si je suis très conscient des graves menaces qui nous entourent et de la très désespérante situation du pays et très grave situation du pays. Je suis convaincu que nos idées triompheront un jour, qu'elles seront portées au pouvoir. Je suis convaincu de cela. Je ne sais pas quand. Ça, par contre, 2020, 2030, 2040, et où serais-je encore? Est-ce que je serai encore de ce monde? J'en sais rien. Mais je suis convaincu du triomphe tôt ou tard de la vérité et donc de la liberté, de la justice, du droit. Et ça, j'en suis tout à fait convaincu. Merci beaucoup Alexandre. Je laisse la parole maintenant à notre ami Hervé. Oui, ben, moi je dirais que avant tout, il faut pas essayer de penser que c'est peut-être la société immigrationniste qui va gagner, ou la société capitaliste, ou la société du wokisme, parce que tout ça fait partie de la même construction. Si aujourd'hui il y a tant d'immigrés en Europe occidentale, c'est parce que les forces capitalistes ont voulu, du grand capital, je veux dire. Évidemment, ça les a intéressés. Alors évidemment, ils ne s'attendaient pas sans doute à ce que les racines arabo-musulmanes d'une partie de ces immigrés soient tellement fortes qu'elles amènent des problèmes comme ils en amènent. Mais en attendant, les immigrés ne sont pas arrivés ici par magie. C'est le système qui a voulu ça. Le wokisme est aussi aujourd'hui lié à cette grande société capitaliste, etc. Je rappelle quand même que, je sais, dans nos milieux, il y a des gens qui ont une sorte de fascination pour l'Amérique, mais je rappelle qu'aujourd'hui, c'est cette Amérique-là qui amène le wokisme partout. Aujourd'hui, ce sont des officiers du Pentagone qui viennent habillés en robe alors qu'ils sont des hommes. C'est cette société américaine qui pousse au multiculturel, pour ne pas dire autre chose, au multiracial. Donc voilà, tout ce système se tient. Alors évidemment, il y a des dérapages aussi pour le système, mais en attendant, tout ça se tient. Donc c'est clair, et ça je suis d'accord avec ce que disait Alexandre, c'est que le combat, il est entre le système politico-financier qui existe aujourd'hui et qui dirige nos pays de manière, et qui les amène vers un chaos absolu,
et il y a un autre système qui est le système nationaliste. Voilà. Maintenant, comment y arriver? Ben, évidemment, depuis peu, je vois quand même des gens qui, parce qu'on approche en Belgique des élections, alors il y a plein de gens qui commencent à nous dire, à nous expliquer comment il faut faire la politique, et à dire oui, mais il faut faire des alliances avec ci, avec ça, à des gens qui ne partagent en rien nos idées, qui sont un peu évidemment contre les islamistes, mais pour le reste, problème LGBT, pas de souci. Sur le reste, problème libéralisme, pas de souci. Le reste, l'immigration en tant que telle, mon Dieu, pourquoi pas. Mais moi, j'ai un problème avec la politique d'immigration, mais c'est pas parce que quelqu'un n'est pas musulman qu'il a le droit de venir chez moi faire tout ce qu'il veut. Hein. C'est ça le problème. C'est que l'islamisme amène le terrorisme, on le sait, etc. Et c'est un problème majeur, bien sûr. Mais l'immigration, en gros, c'est un problème aussi, pas le même, mais c'est un problème, même si cette immigration ne vient pas des pays arabo-musulmans, forcément. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent oui, mais il faut faire des alliances et y arriver comme ça. Je rappelle que ça fait 30, 40, 50 ans maintenant que des organisations vraiment nationalistes et d'autres pas du tout, mais populistes, ont des élus. Et ils ont empêché quoi? Rien. Donc moi, je pense que évidemment avoir des élus, ça aide, bien sûr, mais nous devons être là pour défendre nos idées, pas pour défendre Meloni, hein, Giorgia Meloni, qui, outre qu'on vient d'apprendre dans les médias italiens qu'elle est cocu, mais ça, c'est bon, c'est pas de sa faute, mais Giorgia Meloni qui a fait rentrer, depuis qu'elle est au pouvoir, encore plus d'immigrés qu'avant, alors qu'elle a été élue pour lutter contre l'immigration. Ces gens-là se vendent dès qu'ils peuvent au système. Eh bien moi, c'est mon avis personnel, moi je parle en mon nom ici, hein, pas au nom de nation, mais mon avis personnel, c'est qu'il ne faut pas s'allier avec ces gens-là, parce que sinon, on ne défend plus nos idées. Je pense qu'en France, vous avez la même chose avec Marine Le Pen, s'allier avec tout et n'importe qui, eh bien, à un certain moment, vous ne défendez plus vos idées. Ah, vous avez peut-être des élus, ça fait quelques petites carrières pour l'un ou pour l'autre. Et ça donne quoi? Rien. Donc, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui s'organiser en défendant nos idées, en ayant de vraies structures, des structures qui, si un jour elles ont des élus, tant mieux, mais si elles n'en ont pas, des structures vers lesquelles pourront se tourner les gens lorsque tout va aller de plus en plus mal. Et les gens, ils iront vers vers les structures qui peuvent les aider et les protéger. Et donc, je pense qu'il va falloir commencer sérieusement, c'est mon avis, à y penser en tout cela dans un thème révolutionnaire. Quand je dis révolutionnaire, c'est pas mettre le feu et faire couler le sang, mais c'est se dire que tout ça va s'effondrer et un jour, il faudra bien une alternative et c'est en cela qu'on doit être prêt. Merci beaucoup pour votre réponse, Hervé. Très très beau message. Je passe maintenant la parole à Bardamuka et ensuite ce sera à Franck. Bardamuka, vous avez la parole. Vous pouvez appuyer sur le bouton bleu. Allô? Est-ce que vous Bonsoir. m'entendez bien? Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, je faisais un petit test de son là. Oui, alors bonsoir Alexandre, bonsoir messieurs. Alexandre Simoneau, vous aviez parlé de l'affaire de la petite Lola. Alors j'aimerais faire une petite incise sur ça. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de m'entretenir, de discuter avec une camarade nationaliste qui est thanatopractrice. Alors je rappelle ce qu'est le métier de thanatopracteur. C'est le métier qui consiste à l'embaumer les corps et à faire la toilette mortuaire des gens. Le thanatopracteur est aussi amené à réparer les corps et chose qui est quand même pas qu'il faut savoir, c'est que le thanatopracteur aussi assiste les médecins légistes lors des autopsies. Et cette camarade m'avait dit que physiquement, il est alors pour découper un corps, on rappelle que cette pauvre fille, cette pauvre gamine, elle pour le coup, on pourrait dire un petit ange parti trop tôt. Cette gamine, on rappelle qu'elle a été violée, elle a été tuée et découpée en morceaux. Et elle me dit que pour découper un corps, il faut déjà avoir une très grosse force psychologique, mais énormément de force physique, en l'occurrence la force d'un homme. Et que jamais, quand on voit le physique de notre espèce de Zoubida qui a tué cette gamine, jamais elle aurait pu tuer seule, découper un corps seule. Qui plus est,
je ne veux pas faire de comparaison malheureuse, d'accord? On connaît tous parfois des fermiers qui élèvent des cochons et qui se gardent un cochon de son côté et qui dépiotent la bestiole pour en faire pour transformer la viande. Il va de soi qu'un fermier vous dira qu'il faut quand même avoir des outils adaptés et aussi énormément de force pour découper le corps d'un cochon. Et ben, il en va de même pour le corps d'un homme. Alors, je ne vais pas faire de complotisme, mais il est clair que, donc selon cette professionnelle, cette lotte espèce de Zoubida n'aurait pas pu couper le corps de cette gamine seule. Voilà. Et j'en dis pas plus. Je laisse les jeux libre interprétation aux gens de croire ce qu'ils veulent. Ça, c'est d'une part. D'autre part, petite question, totalement hors sujet, je le fais. On voit ce qui se passe à l'heure actuelle en France, en Europe. J'aurais voulu avoir toutefois votre avis sur ce qui se passe en Arménie, hein, qui passe on va dire, qui est complètement sous les radars médiatiques. Êtes-vous, favorable, vous, le Parti de la France, à l'accueil des réfugiés arméniens? Je dis bien arméniens, ils sont essentiellement Non. chrétiens. D'accord, bon, si oui, non, pourquoi? Voilà, Non, et bonne soirée. non, en vrai, la question est très intéressante. Je vais laisser Alexandre Simoneau répondre là-dessus. Mais de manière générale, l'immigration, on stoppe, quoi. Mais de manière générale. Mais je vais laisser Alexandre Simoneau répondre là-dessus parce que c'est le délégué général du Parti de la France, donc c'est lui qui donnera la position officielle. Mais à titre personnel, oui, les Arméniens, c'est les chrétiens, c'est les orthodoxes, c'est tout ce qu'on veut. Mais on a trop de migrants, je trouve. Je laisserai Alexandre Simoneau répondre à cette question. Merci Sur le Madame principe, Mika, en tout cas. Je Merci, répondrai, Merci bonne d'en- journée aussi. je répondrai tout simplement qu'on peut pas. C'est pas moi qui le disais, hein, c'était Michel Rocard qui disait on peut pas accueillir toute la misère du monde et que voilà, nous n'avons plus les moyens comme ça parce que accueillir les gens c'est très très bien, mais ça se fait faut pas oublier que ça se fait avec notre argent et on doit prioritairement pour l'instant s'occuper de tas de Français qui on commence à arriver dans les saisons froides, là, il y a des Français qui ne peuvent même pas se chauffer. Il y a des Français qui sautent le repas de midi parce qu'ils ne peuvent pas se le payer. Il y a des étudiants qui sont obligés de travailler pour financer leurs études. Il y a des Français qui sont expulsés de chez eux parce qu'ils ne peuvent plus payer telle ou telle note, telle facture. Voilà, notre priorité, excusez du peu, au Parti de la France, notre priorité absolue et fondamentale, c'est d'abord et avant toute chose le peuple français. Et donc on ne peut pas non accueillir, c'est malheureux parce que si on accueille ceux-ci, doit accueillir tous les opprimés et les persécutés du monde entier, tout simplement. Quant à en ce qui concerne la petite Lola, ce n'est pas c'est une jeune fille, hein, qui n'était pas un homme. Est-ce que la personne qui a été arrêtée à bénéficier de complicité, c'est tout à fait possible. On nous dit bien ce qu'on veut nous dire dans ce pays, donc on ne connaît pas tous les dossiers, bien évidemment. Effectivement. Ah, Hervé, je vous laisse la parole. Évidemment, je ne vais pas parler de la position du Parti de la France, mais la question sur l'Arménie est intéressante pour illustrer justement, quand je parlais de ce système où tout le monde est complice. Alors, avant tout, les Arméniens, ceux du Haut-Karabakh, qui ont maintenant dû s'enfuir, au moins ils peuvent retourner en Arménie. C'est mieux que rien, c'est pas formidable, mais c'est mieux que rien. De deux, eh bien, il y a en 1993, je crois, c'est là qu'il y a eu la première guerre du Haut-Karabakh, et cette population a pu se libérer de l'Azerbaïdjan. Maintenant, ça s'est reperdu dans l'autre sens, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le problème n'est pas réglé. Mais ce qu'il faut savoir et repenser quand même, c'est que le gouvernement arménien actuel a laissé faire l'Azerbaïdjan. Ils ne sont plus intervenus. Donc, vous savez qu'il y a eu un conflit il y a quelques semaines. L'armée arménienne, sur ordre du gouvernement, a laissé faire. Or, le Premier ministre arménien est manifestement aujourd'hui devenu un valet des Américains, etc., etc. Je rappelle aussi, et ici je ne parle pas d'une guerre au Moyen-Orient, je parle de ce qui se passe en Arménie, que l'armée azerbaïdjanaise, qui pourtant est composée de musulmans, eh bien, elle a été
équipés, entraînés par Israël. Et une partie des projectiles que la population d'Arménie, du Haut-Karabakh, a pris sur la tête il y a quelques semaines, eh bien, c'était des projectiles israéliens. Vous voyez, tout ça n'est pas, en géopolitique en particulier, c'est pas clair. Mais ce que je veux dire, c'est que si un Premier ministre arménien a pu trahir une partie de sa population comme il l'a fait, alors vous comprenez bien que les nôtres de politiciens, ils vont pas se gêner pour nous vendre à tout et à n'importe qui. Merci beaucoup Hervé pour votre réponse et merci à Barda Muka pour son témoignage concernant son ami qui s'occupe des corps. C'était intéressant et j'espère que la réponse sur l'Arménie ne va pas décevoir beaucoup de gens, mais il est vrai que l'accueil de migrants, personnellement, moi, je trouve qu'il y en a assez. Mais Franck, je vais laisser la parole à Franck désormais. Franck, vous pouvez parler en appuyant sur le petit bouton bleu. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, Franck. Bon, ouais, j'espère que ça va aller parce que j'ai des petits problèmes de connexion en ce moment. Bref, je voulais apporter donc à votre connaissance, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a 10 jours à peu près à Brest, donc pour notre ami belge peut-être qui ne sait pas où se situe Brest, en fait c'est une grosse ville qui se situe donc en Bretagne, donc dans l'extrême nord-ouest de la France. Donc il y a 10 jours de ça, à Brest, donc, une fille de 18 ans, une adolescente, hein, sportive qui avait tout l'avenir devant elle, s'est faite mordre par un Rottweiler qui était tenu donc sans laisse, sans muselière. Il faut savoir que, au regard de la loi, le Rottweiler donc est un chien de deuxième catégorie, donc doit être tenu en muselière. Bon, que vient faire le Rottweiler dans cette histoire? Ce qui est intéressant, c'est que en fait, le propriétaire du Rottweiler était un Mahorais. D'accord? Mahorais, qui avait un chien mais qui s'en battait les roustons et donc il n'a pas surveillé son chien. Donc voilà ce qui s'est passé. Le chien a été abattu. Le Mahorais donc a pris, je crois donc 18 mois avec sursis et je crois 12 mois de prison. Donc en fait vu que ça fait à peine 2 ans, je crois qu'il n'ira pas en prison. Il restera juste chez lui avec un bracelet électronique. Ce que je voulais également ajouter, c'est qu'au vu de comment dire, pour ne pas m'attirer les foudres de la loi, disons que au vu de l'arrivée massive de dromadaires et de chameaux sur notre beau territoire, je ne peux m'empêcher de faire la corrélation, de faire le lien avec cette fameuse carte des quotients intellectuels. Je m'explique. J'ai vu récemment Stéphane Ravier, qui était donc à Marseille, évidemment, c'est son fief là-bas, qui a rencontré donc des chameliers, n'est-ce pas, et autres adorateurs de dromadaires. Et je n'ai pas pu, comment dire, m'empêcher de déplorer le niveau intellectuel de ces gens-là, notamment quand on les entend, quand on les voit parler, on a vraiment l'impression qu'ils ont un regard vide et que ça sonne creux. Moi, je suis un peu inquiet, si vous voulez, pour l'avenir de la jeunesse, parce que ces chameaux, ces dromadaires seront de plus en plus nombreux chez nous, et avec notamment toute leur culture qu'ils apportent chez eux, enfin qu'ils apportent avec eux, la culture quaco-bistanaise. Voilà, j'ai peur un petit peu que le niveau intellectuel des jeunes Français ne chute. Voilà, je vous remercie. J'ai pas vraiment compris quelle était la question, du coup, mais... Ah oui, est-ce qu'il y a un lien entre le... Qu'est-ce qu'on pense de la carte des QI, en gros? C'est ça la question. Non? Bon, bah, c'est pas grave. Bon, en tout cas, petite anecdote, je sais pas si vous le saviez, le Rottweiler, ce n'est pas un chien de combat, contrairement au Pitbull, par exemple. C'est-à-dire que le Rottweiler n'a pas l'instinct de ne jamais lâcher sa prise. Parce que le pitbull, s'il mord quelque chose, cette chose-là doit mourir, sinon il ne lâchera pas. Ça a vraiment cet instinct qui est intégré dans son ADN. Alors que le Rottweiler, non. Cependant, dû à sa carrure très imposante, le Rottweiler va avoir de gros soucis pour sociabiliser globalement et va développer très souvent un caractère défensif, voire agressif. Bien évidemment, je m'éloigne du sujet, hein, c'était juste une petite aparté pour ceux qui voulaient se renseigner sur le Rottweiler.
dans les deux cas, là, dans cette histoire assez triste, dans cette histoire tragique, à Brest, c'est évidemment le propriétaire qui est en cause, et souvent, c'est le propriétaire qui est en cause. 10 mai qui lève la main, et je pense que ce sera la dernière question, je pense. Il faut que nous terminions avant 22h30, donc là, ça devrait le faire. 10 mai, fidèle auditeur et nouvel adhérent, d'ailleurs, et nouvel adhérent d'Allemagne, à Berlin, je vous donne la parole. Est-ce que je ne vous entends pas, Dimé, de mon côté? Ah, il y a un son. Mieux. Ah oui, là on entend une voix, là ça y est. Ok, j'aurais une question. Euh, alors, je suis arrivé uniquement au moment des questions des lecteurs. Donc, je suis désolé si j'ai loupé la partie d'avant. Donc, si ma question a déjà été traitée dans la partie avant, ne répondez pas et j'irai juste regarder la rediff demain. C'est justement par rapport à tous ces conflits Israël, Palestine, Arménie, Azerbaïdjan. Je ne sais pas si c'est très sympa de le dire, mais ne devrions pas, entre guillemets, en avoir rien à foutre dans la mesure où on devrait plutôt avoir les yeux rivés sur notre civilisation. Parce que je pense que dans les autres civilisations en question, quand il nous arrive à nous des trucs, genre des attentats, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Merci. Merci beaucoup, Dimé. Je donne la parole à Hervé. Hervé, nous vous écoutons. Je ne doutais pas que tu allais me demander, non, sans rire. Il y a deux choses. Beaucoup dans nos milieux, il y a ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., etc. Mais ça, c'est une chose, parce que c'est quelque chose qui forcément provoque discussion, dispute, incompréhension. Et là, effectivement, certains ont tendance à y dépenser une grande énergie. Et le mouvement dont je fais partie, ça engage le mouvement et pas moi, mais le mouvement dont je fais partie a une ligne qui dit ni t'es fier ni t'es pas. C'est-à-dire, faut pas s'en mêler. Enfin, faut pas s'en mêler. On peut avoir chacun sa sensibilité, mais y consacrer un temps fou, ça fait perdre du temps à tout le monde. Par contre, la question arménienne et d'autres aussi dont on pourrait parler, vous avez dit là tout de suite, défendre l'importance et défendre notre civilisation. Bien, justement, si on laisse faire, par exemple, ce que, pas seulement l'Azerbaïdjan, mais la Turquie aussi, veut faire par rapport au Karabakh et à l'Arménie, c'est aussi lutter contre notre civilisation. Je rappelle aussi, accessoirement, que la Turquie occupe la moitié de Chypre, qui est soi-disant un pays dans l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne accepte que la Turquie occupe militairement la moitié de Chypre. S'il se passe au Karabakh, c'est un nettoyage ethnique organisé par un pays comme la Turquie contre des gens qui font partie de notre civilisation. Alors, c'est très différent de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et il y a d'autres conflits, je n'ai pas en tête comme ça, dont on pourrait parler. Donc, l'essentiel, évidemment, c'est de défendre nos pays et ce qui se passe, évidemment, avant tout chez nous. Mais il ne faut pas perdre de vue ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, eh bien, qu'on le veuille ou pas, eh bien, tout ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, eh bien, ça nous arrive chez nous aussi. Et effectivement, on en a parlé vaguement là tantôt, mais par exemple, ce qui se passe au Moyen-Orient peut avoir des répercussions de terrorisme dans nos rues. C'est ça le problème. Même si moi je crois que, par exemple, pour ce qui s'est passé en Belgique, et sans doute ce qui s'est passé à Arras aussi, ça aurait eu lieu avec ou sans le conflit au Moyen-Orient. Parce que je rappelle quand même que votre Tchétchène, là, enfin le Tchétchène d'Arras, il a tué un de ses anciens professeurs, et le terroriste de Belgique, il a tué des Suédois. Si ça avait été lié au Moyen-Orient directement, ben, il se serait attaqué sans doute à d'autres cibles. Maintenant, ils ne sont peut-être pas les plus malins, on est bien d'accord, mais enfin. Mais donc, de toute manière, même les choses dont on ne veut pas se mêler, elles risquent de se répercuter chez nous. Et donc, il faut quand même garder un œil là-dessus. Et si, effectivement, les questions au Moyen-Orient, il vaut peut-être mieux éviter de se disputer, parce que dans notre camp, il y a des gens qui ont des sensibilités différentes là-dessus.
sur la question, non pas d'accueillir les réfugiés arméniens, mais sur la question de d'être attentif et d'être sensible à ce qui se passe là-bas, à Chypre ou ailleurs, quand ça touche notre civilisation, moi je crois que c'est bien plus important qu'on ne peut croire. Merci Hervé pour votre réponse. Est-ce que vous avez le temps de prendre une dernière question ou vous devez absolument partir? Parce que j'ai vu qu'il y avait un patriote belge qui lève la main. Je me dis qu'il est probablement là pour nous. Eh bien, je vais essayer de répondre vite. Oui, allons-y. Eh bien, je laisse la parole, merci à vous Hervé, je laisse la parole maintenant à Anthony Manoka. Anthony Manoka, vous pouvez prendre la parole en appuyant sur le petit bouton bleu qui est au milieu de votre écran. Entre le bouton vidéo et quitter. Bah, ça se trouve, Hervé, vous voyez, il n'y aura peut-être même pas de dernière question. Si l'auditeur n'arrive pas à allumer son micro, en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui m'écoutent encore, il y a la rediffusion sur le canal du Parti de la France de l'émission. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez le vendredi soir ou le jeudi soir. C'est juste pour savoir si la transition se passe bien. Et si vous en fichez complètement, que ce soit le jeudi soir ou le vendredi soir. Voilà, j'aimerais savoir si ça arrange plus de personnes ou si cette routine qui est finalement cassée en embête certains, ce que je pourrais tout à fait comprendre. Anthony Manoka, vous n'arrivez toujours pas à prendre la parole? Ouais, je vais devoir vous la couper malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Donc c'est une fin d'émission pour cette semaine. La semaine prochaine, ce sera le bistrot du Parti de la France comme tous les fins de mois. Je remercie chaleureusement Hervé d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Hervé. Je vous en prie, c'était très gentil de m'inviter. En tous les cas, merci. Ah bah on vous reverra très bientôt, j'en suis persuadé. Et Alexandre Simoneau, délégué général du Parti de la France et conseiller municipal de Taverny, nous vous remercions également d'avoir participé à cette émission qui était très intéressante et enrichissante Merci grâce à beaucoup. vous deux. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Hervé. Et voilà, rediffusion sur YouTube dès demain. Rendez-vous aussi mercredi pour une... Non, rendez-vous dès demain, pardon, excusez-moi, pour la vidéo de Scipion, parce que j'ai déjà programmé la vidéo. Donc ce sera une vidéo où on parlera de Richelieu. La vidéo sortira à 11h. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau forum du Parti de la France. N'hésitez pas à partager l'émission. Bonne fin de semaine tout le monde. Au revoir.